1994. S'il y a bien une année à retenir en ce qui concerne l'âge d'or du Weekly Shonen Jump, c'est peut-être bel et bien celle-ci. Alors on était déjà revenu sur l'année 1990 qui marquait quant à elle les débuts de cet âge d'or avec notamment le lancement de quelques séries désormais cultes comme Slam Dunk ou encore Yu Yu Hakusho, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à l'apogée de cet âge d'or, une époque où le magazine était encore plus un phénomène de société qu'il ne l'est aujourd'hui. On parlait de tirages dépassant les 6 millions pour chaque numéro, à titre de comparaison aujourd'hui, on tourne en dessous des 2 millions. Outre ces chiffres astronomiques, Kenshin marquera aussi cette année 94 de son empreinte de par son lancement, et vous allez voir qu'il y avait encore du lourd au programme. Bref, sans plus attendre, place au générique. Salut à tous, c'est Otakult. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vous propose un bilan du Jump de l'année 1994 afin que l'on s'intéresse comme d'habitude aux tendances de l'époque. Pour rappel, cette émission est basée sur les sommaires disponibles sur le site Comic Vine et non pas les classements purs que je vous propose d'habitude dans les Jump hebdomadaires. Mais avant de nous attaquer au classement, je précise que j'ai volontairement exclu les one-shots ou les séries ayant été présentes moins de 10 fois pour que le top soit donc plus pertinent et plus équitable. Je procéderai également de cette façon pour les épisodes suivants. Les séries concernées sont donc Pin Race Yamada Taishi no Kiseki, Komorebi no Motode, New World Network Win in the Fight, Bomber Girl, Fushigi Dogitan, Ultra Eleven, Tokyo Enzai Monogatari, Bosatsu Tofudo, des putains de titres de merde, Yatsu no Nawa Maria, Shodokyu Senshi Justice, Mind Assassin et Midori no Makibao. Bref, sur ce, ne perdons pas plus de temps, je vous propose de découvrir le classement de l'année 1994 du Jump, composé de 25 mangas. Et c'est à la série Outer Zone que revient la dernière position du sommaire, une fantaisie d'horreur et de science-fiction de Shin Mitsuhara qui avait donc récolté la pire moyenne de l'année avec ce 17,92. Cela s'explique logiquement par ses présences constantes dans le trio de fin pour sa dernière année de publication, puisqu'il a pris fin dans le 14e numéro avec son 110e chapitre. Comme toujours, on a droit à des séries avec des titres à rallonge histoire de bien me casser les couilles. Osama Waroba Atari Teikoku no Gyakushu apparaît donc à l'avant-dernière place du top, suite à cette moyenne catastrophique de 17,53. On enchaîne rapidement tout ce qui concerne le bas du tableau puisque ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. C'est donc Urayami wa Butobase qui vient compléter le trio de fin avec une moyenne de 14,08, certes déjà mieux que ses prédécesseurs. Une série courte qui avait débuté dans le deuxième numéro de l'année avant de prendre fin dans le 16e après seulement 2 tomes faute de popularité. On se rapproche des titres plus connus, mais on se doit quand même de mentionner la 22e place de Kagemusha Tokugawa Ieyasu, un manga de type historique dessiné par le grand Tetsuo Hara, à savoir le dessinateur d'Hokuto no Ken qui avait débuté dans le 12e numéro, des débuts qui se révèlent assez compliqués comme en témoigne ce 13,77 de moyenne, mais la notoriété de Tetsuo Hara lui aura suffi à durer 6 volumes. Il était deuxième en 1990, mais la référence du genre Furio, Rakai Blues est cette fois-ci condamnée à être reléguée au deuxième plan, et voire même à l'arrière-plan avec cette 21e place. Une année compliquée pour le manga de Masanori Morita, comme nous l'indique sa décevante moyenne de 13,73, on peut relever qu'il n'avait été mis qu'une seule fois en avant via un lead color, mais aussi qu'il n'aura jamais été absent. On arrive à la 20e position qui revient à DNA au carré, suite à cette moyenne de 13,69, et oui dans le Jump ça se joue souvent à des détails. Une série qui vous parlera sans doute également puisqu'elle est signée Masakatsu Katsura, connue pour Video Girl Eye ou encore Eyes, qui restent des classiques dans leur genre. Cependant, DNA au carré n'aura pas connu le même succès puisque la série prendra fin dans le 29e numéro de l'année, après seulement 5 petits tomes. On enchaîne rapidement avec la 19e place qui revient à une courte comédie de 2 petits tomes, à savoir Jigoku Senshi Mao. Vous connaissez les bails, il s'agit de la série typique qui a eu du mal à trouver sa place dans le magazine et qui par conséquent a été assez vite poussée vers la sortie par les éditeurs. L'Occident et plus particulièrement la France a eu la chance de voir certains mangas du Jump s'exporter chez eux et très vite gagner en popularité via des émissions telles que le Club Dorothée. Mais au milieu de quelques-unes de ces séries cultes se glissent aussi des séries qui n'ont pas eu cette chance, malgré leur évident succès au Japon. Et même s'il n'était pas au meilleur de sa forme, en 94, comme en témoigne sa 18e place, Jigoku Sensei Nube fait bien partie de ces séries qui auraient dû ou pu avoir plus de succès chez nous. On parle quand même d'un manga de 31 tomes, autant dire que durer aussi longtemps dans un magazine où la concurrence est aussi forte, ça reste une certaine performance. 17ème rang pour Bombozaka High Drama Club qui s'offre un 11,92 de moyenne, une comédie school life de Yutaka Takahashi, souvent située dans le milieu du tableau à quelques exceptions près. Le manga se terminera l'année suivante en un total de 12 volumes et comme beaucoup, il n'est pas disponible en France. On se rapproche toujours plus du milieu du sommaire avec la 16ème place qui revient à Suizen Police Gang. Il s'agit d'un petit thriller qui avait débuté dans le Jump numéro 8, mais qui n'était pas parvenu à trouver son public puisqu'il s'est compilé dans le Jump numéro 28 en seulement 20 chapitres et donc 2 tomes. Sa fin a très certainement été causée par son enchaînement de 6 zones rouges consécutives alors qu'il s'en sortait plutôt bien avant ça. Bon, après il y a aussi les ventes surtout qui sont toujours déterminantes. On arrive au top 15 qui devrait en décevoir plus d'un puisque c'est bel et bien le cultissime JoJo's Bizarre Adventure que l'on retrouve à cette position.
Cette année-là, on se trouvait en pleine saga Diamond is Unbreakable, mais malheureusement elle affiche seulement un 11,04 de position moyenne. On peut malgré tout noter que Hirohiko Araki avait bénéficié de 2 lead color durant l'année, mais que sa série n'avait été présente que 18 fois sur 48 possibles dans le top 10. Entrée en scène assez timide pour le grandissime Kenshin qui se contente du milieu du classement pour ses débuts, la série centrée sur l'univers des samouraïs de Nobuhiro Watsuki avait été lancée dans le jump numéro 19 et n'avait donc compté que 32 présences. Cela dit, on remarque très vite que ses débuts ont été assez mitigés puisqu'entre 4 podiums et 4 trios de fin, se glisse aussi pas mal de positions assez moyennes, ce qui en résulte logiquement sur ce modeste 10,84 de moyenne, mais malgré tout, sa dynamique en fin d'année était plutôt positive, donc on peut s'attendre à ce qu'il joue les beaux rôles en 1995. Jamais 203, donc on enchaîne avec un troisième classique qui nous délivre une prestation assez contrastée également, j'ai nommé Dragon Quest. Une véritable référence du genre Neketsu qui se contente d'un 10,81 de moyenne, et oui c'est encore une fois très serré. Il a su faire la différence en étant un poil plus constant que ses prédécesseurs puisque l'on peut constater qu'il n'a jamais été présent dans le trio de fin et qu'il n'a goûté que 2 fois au podium, sans profiter d'un seul lead color et donc d'une mise en avant particulière. Une année assez terne en somme pour un manga qui n'avait déjà plus rien à prouver à cette époque. Manyuki Baba to Awarenage Bokutashi occupe la 12e position suite à sa moyenne de 10,66, une série très courte qui a démarré à la mi-année pour se conclure en fin d'année en un total de 2 volumes, une comédie au ton assez what the fuck de Mangataru qui avait très bien démarré avec notamment 6 présences dans le top 5, mais malheureusement, je pense que ses derniers classements plus décevants et les mauvaises ventes de son premier tome lui auront été fatales. On arrive à la 11e place qui revient à la série Bakudan d'Akira Yamashita, ayant effectué ses débuts dans le numéro 42, il se fera arrêter prématurément l'année d'après avec un total de 2 tomes. Mis à part ça, on peut encore une fois relever des débuts plutôt encourageants pour une nouveauté, comme nous le montre son 10,27 de moyenne. Ça prouve simplement que même si tu es mis en avant lors de tes premiers pas, si les ventes ne suivent pas, bah ça sert à rien en fait. Place au top 10, on nous retrouve une série très peu connue chez nous, mais qui a pourtant connu ses heures de gloire au Japon, j'ai nommé Shinjinge Kintarshan. Des moyennes rarement aussi resserrées, mais ce 10,10 lui permet de devancer tout ce beau monde. Il aura sans doute su faire la différence en étant encore plus régulier que ses rivaux, mais on peut aussi noter que les éditeurs l'ont mis plus souvent en avant, ce qui a certainement joué en sa faveur. 9ème rang pour Totemo Lucky-Man qui se trouve à peu près dans le même cas que lui, mais ce manga vous interpellera sans doute un peu plus. En effet, Bakuman y fait référence avec la série du personnage de l'oncle de Mashiro intitulée Super Hero Legion, un 9,79 de moyenne pour sa première année de publication pleine, plutôt flatteur pour une comédie. En 1994, il atteignait déjà le cap des 900 chapitres, décidément Koshikame m'impressionnera toujours de par sa longévité. Une excellente année pour cette comédie dont le pire classement se révèle être une 15ème position, on se doit surtout de souligner ses 38 présences dans le top 10, souvent en 9ème position, sur 48 possible. Encore une année où Akimito Osamu n'a jamais pris ne serait-ce qu'une seule pause, une véritable machine le gars. Rush figure quant à lui à la 7ème place après une honorable moyenne de 7,80, où vous avez sans doute reconnu les traits de Tsukasa Ojo, même s'il ne s'agit évidemment pas de son plus grand succès, et au contraire même puisque cette série n'aura pas duré plus de 2 tomes, elle qui avait déjà débuté en fin d'année. Un cran au-dessus, on retrouve une comédie assez populaire également au Japon, à savoir Ninku de Kiriyama Koji, qui s'empare donc de la 6ème place avec sa moyenne de 7,52. Cependant, il est important de relever que la première partie du manga s'était conclue dans le jump numéro 30 avec un total de 9 tomes, tandis que le manga a effectué son retour en fin d'année avec une seconde partie, ce qui explique son faible nombre de présences par rapport aux autres mangas, mais c'est pas des absences. On arrive au top 5, et s'il y a bien une série du Jump que je souhaiterais découvrir, c'est bel et bien Hallelujah Boy, qui ne cesse de me surprendre à chaque fois que je bois sur cette émission. Je précise que je me suis déjà penché sur les années 95 et 97 de mon côté, donc je vous dis pas ça pour rien. Enfin bref, il s'offre un bon 6,66 de moyenne, une satanée performance si j'ose dire pour une série se rapprochant de son 100ème chapitre, quasiment systématiquement présent dans le top 10 mais surtout dans le top 5 où il est apparu 17 fois, et dire qu'il n'est toujours pas publié en France. Comme vous pouvez le constater, on parle de l'apogée de l'âge d'or, mais pourtant, je mets pas mal de mangas en avant qui sont inconnus en France. Je trouve vraiment le contraste assez fort puisque j'imagine que tout le monde s'attendait à avoir un classement rempli de mangas très populaires, mais ce n'est pas forcément le cas chez nous. Heureusement pour nous, 94 nous réserve un sacré top. Les 4 fantastiques de l'époque, à commencer par le célèbre Neketsu de Yoshihiro Togashi, à savoir Yu Yu Hakusho qui échappe de peu au podium malgré sa belle moyenne de 5,82. Une performance qu'il aurait sans doute pu affiner s'il ne s'était pas conclu dans le jump numéro 32 après 4 années de publication. Il est aussi intéressant de noter qu'il n'a jamais profité d'un lead color pour sa dernière année et qu'il s'est placé qu'une seule fois sur le podium, même s'il figurait constamment dans le haut du tableau, à une exception près. En effet, pour la petite anecdote, son dernier chapitre s'est classé à la 18ème place du classement et il s'agit aussi de son seul et unique trio de fin. 1994, c'était aussi le retour d'une série culte, j'ai nommé Captain Tsubasa qui s'empare donc de la médaille de bronze. De quoi souligner le retour fracassant de Yoichi Takahashi dans le plus célèbre des magazines avec une seconde partie intitulée Captain Tsubasa World Use, une nouvelle saga qui rencontrera tout de suite le succès, pour preuve 5 lead color et 8 podiums en 33 présences, mais surtout ce joli 5,64 de moyenne pour le plus culte des mangas de football. Mis à part ça, vous avez sans doute déjà deviné l'identité des 2 premiers du classement, mais peut-être pas encore dans quel ordre.
À l'instar des années 2000 à 2010, qui nous offraient des duels acharnés entre One Piece et Naruto, l'âge d'or nous offrait des duels tout aussi, voire encore plus prestigieux. Malheureusement pour les fans de basket, c'est bel et bien Slam Dunk qui a occupé le rôle de dauphin, malgré son excellente moyenne de 3,50. Difficile de concurrencer un monument comme Dragon Ball qui a eu tant d'impact dans l'histoire du manga, mais pourtant, Takehiko Inoue n'aura rien lâché. 2 lead colors, 25 podiums en 48 présences, mais aussi 15 top 4, ce qui démontre bien la puissance et la monstrueuse popularité de Slam Dunk à l'époque. Et enfin, vous l'avez compris, le trône de 1994 revient bel et bien au légendaire Dragon Ball, comme en 87 et en 90 que l'on a revu ensemble. 42 podiums sur 48 possibles, ajoutez à cela que sa pire prestation est une 4ème place, je pense que tout est dit, c'est absolument monstrueux, et cela explique parfaitement cette excellente moyenne de 2,58. Pour vous resituer un peu, l'histoire en était rendue à l'arc-bout, et même à son climax en fin d'année. Je n'ai rien de plus à ajouter si ce n'est que ça m'étonne de voir que le Jump n'avait réservé que 2 lead colors seulement à Akira Toriyama. Et donc pour conclure, que retenir de 1994 ? On retiendra encore une fois les nombreux séries à succès du célèbre Âge d'Or, qui n'ont pourtant jamais eu leur chance en France, sans oublier les débuts de Kenshin qui nous montrent que même des classiques comme lui ont connu des difficultés à leur lancement, ce qui ne l'a pas empêché de devenir la série que l'on connaît aujourd'hui. Voici l'année en quelques chiffres. Alors les mangas ayant été le plus de fois mis en avant par les éditeurs via des lead colors sont donc Captain Tsubasa avec 5 couvertures, 3 pour Koshikame, 2 lead colors pour Dragon Ball, JoJo's, Slam Dunk, Kenshin ou encore Boy, un seul lead color pour Rakai Blues et Jigoku Sensei Nube, mais surtout que des mangas comme Yu Yu Hakusho et Dragon Quest n'en ont pas profité. Je cite bien évidemment uniquement les séries les plus populaires, sinon c'est trop long. Les séries ayant occupé le plus de fois le podium sont Dragon Ball à 42 reprises, seul Slam Dunk nous délivre un autre score à 2 chiffres avec ses 25 podiums, on retrouve assez loin derrière Captain Tsubasa qui en compte 8, Boy a signé 7 présences sur le podium contre 6 pour Shin Jingle Tarshan, 4 pour Kenshin le Vagabond et Totemo Lukiman, on peut noter les 3 tops de JoJo's, tandis que Dragon Quest et Jigoku Sensei Nube en comptent 2. Et enfin, un seul et unique top 3 pour Yu Yu Hakusho, Rakai Blues et Koshikame. A l'inverse, Osama wa Roba Atari Teikoku no Gyakushu est le manga ayant été le plus de fois présent dans le trio de fin, soit à 28 reprises, 14 fois pour Kagemusha Tokugawa Ieyasu, contre 11 pour Outer Zone, 8 flops pour Jigoku Sensei Nube et 7 pour Dena Okare. Je ne vais encore une fois pas tous les citer, donc on retiendra que Rakai Blues a connu 5 contre-performances, 4 pour Kenshin, 2 pour JoJo's et une seule pour Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho qui est d'ailleurs l'unique série à avoir profité d'une pause en 1994. Bon, il s'agissait d'une semaine seulement, mais le petit Togashi avait déjà ce petit privilège. On arrive à la fin de cette vidéo, donc histoire de conclure en beauté, je vous laisse comme toujours avec un petit best-of des plus belles covers de 1994. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce concept me prend énormément de temps, mais c'est toujours un vrai kiff pour moi. Mis à part ça, n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'envisage d'ailleurs de remonter le temps en poursuivant avec les années 1995 à 1999, histoire de suivre la continuité de l'âge d'or, sa fin et comment la transition s'est faite jusqu'à ce que d'autres monuments comme One Piece et Naruto viennent s'imposer comme des séries salvatrices du Jump en quelque sorte. Sinon tu peux aussi me retrouver sur Twitter, Instagram ou encore mon Discord, mais aussi me soutenir en regardant quelques pubs sur mon Utip. Bref, tous les liens sont en description, et bref, sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, on se reverra.